Golden sands beneath my feet, memories where tides still meet. Every breath the ocean sighs, like a song that never dies. Eternal ocean breeze, sing your song to me. Carry all my pain away. Guide me through the endless day. Moonlight dances on the tide, pulling dreams I cannot hide. In the silence I find peace. In your arms my soul's released. Eternal ocean breeze, sing your song to me. Carry all my pain away. Guide me through the endless day. Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live de Xamcast. Alors, ce soir, on a pas mal de boulot et pour m'aider dans cette entreprise, en fait, faire plus que m'aider, hein, puisque vous allez beaucoup parler ce soir, messieurs, j'ai à ma droite Varam. Salut Varam. Et puis, au-dessous de nous deux, il y a Osvaldo. Salut Osvaldo. Un Osvaldo tout beau, tout neuf, avec une belle barbe. On sent que le printemps arrive là. Le printemps est bien là. Alors, on va préciser quand même pour nos viewers sur Twitch, si vous voyez Varam exulter ou au contraire tirer un petit peu la moue, c'est normal. En même temps que sa mission à Xamcast, il suit également l'actualité du hockey sur glace et plus particulièrement le HC Fribourg-Gotteron qui joue hein, dans sa BSCF Arena ce soir. Hein. C'est à Fribourg le match, hein, je crois. Ouais. Match 5, 3-1 dans la série. Autant dire que les Fribourgeois vont chercher à tuer l'Aigle définitivement ce soir pour accéder à la finale. Davos est également bien placé hein, de son côté. Il mène aussi 3-1 dans la série. Je ne sais pas s'il joue ce soir ou demain. Il y a un décalage, hein, je crois. Hein. Non, il joue aussi hein, ce soir. Donc voilà, si vous voyez dans le live Varam un petit peu s'agiter, c'est tout à fait normal. Osvaldo, lui, il est focus Xamax, focus Xamcast. Il y a pas de souci ce soir. On est multitâche à Xamcast, c'est assez impressionnant. Voilà, du boulot en perspective, tout simplement parce que la semaine dernière, votre dévoué serviteur était en vacances. Et puis, quand je suis absent, Xamcast ne peut pas avoir lieu puisque toute la technique provient depuis chez moi. Vous avez quand même eu le contenu voilà, le contenu de l'interview de Marco Morandi. Alors, on a Alex dans le chat qui me dit on n'entend que toi, Mirko. Ok, c'est sympa de le préciser. Donc, je vais essayer de régler ça avant qu'on enregistre. Ça serait pas mal quand même. Voilà, je pense que c'est réglé pour l'audio. Varam, Osvaldo. Alors, Varam, peux-tu faire un Est-ce petit que vous test? m'entendez? Voilà, Micro check. alors, 1, je 2, pense que 3. cette fois-ci, c'est bon.
Alex, si tu es toujours dans le chat, si tu peux nous confirmer que tu as bien entendu Varam, c'est volontiers. Mais je pense qu'on est bon ce coup-ci. Yes, on est bon. Merci beaucoup, Alex, t'es fidèle au poste pour nous regarder. Tu as peut-être aussi un œil du côté de Fribourg-Gotteron en même temps, hein, puisqu'on a quand même pas mal de supporters du HC Fribourg-Gotteron à Xamcast. Donc voilà, problème réglé, bah c'est bien. Merci beaucoup, Alex. Mais je pense que quand on aurait commencé l'enregistrement de l'épisode, on aurait aussi, j'aurais vu aussi que ça n'enregistrait pas du côté de mes collègues. Donc voilà. Alors, donc je disais oui, trois matchs à débriefer. Un match contre le Vaduz, le déplacement à Ville et puis le dernier match contre le Stade Lyonnais à domicile. Donc, on vous a bien évidemment pas rajouté d'autres rubriques pour ce soir parce que c'est quand même déjà bien chargé. Voilà, je pense, messieurs, on peut gentiment commencer tout simplement à enregistrer l'épisode si vous êtes d'accord. Avec On grand y va. plaisir. Parfait. Alors, début dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. C'est l'épisode 34 ce soir au programme de cette saison 3 de Xamcast. Et puis, pour l'animer avec moi ce soir, il y a deux personnes. Il y a Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Et puis, on est également avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko, salut à tous. Alors, cet épisode, c'est une première, hein, je le disais il y a 2 semaines dans l'épisode 32. C'est la première fois que nous allons débriefer 3 matchs pour la simple et bonne raison que la semaine passée, j'étais en vacances. Alors, vous avez quand même eu un épisode 33 un peu différent avec l'interview de Marco Morandi. Mais du coup, on n'a pas eu de débriefing du match, du premier match, premier match dont on va parler contre Vaduz, qui était déjà il y a maintenant 9 jours, hein, au moment où on enregistre, nous, l'épisode. Donc, il faudra aller piocher un petit peu, nous, dans nos souvenirs, mais aussi vous, chers auditeurs, dans les souvenirs. On débriefera ensuite, on débriefingera, pardon, on débriefera, décidément, je vais y arriver, le match à Ville qui a eu lieu pour le compte de la, je m'y perds un petit peu, 29e journée. Et puis, on finira par débriefer le troisième et dernier match. C'était le dernier match de la 30e journée qui a vu la réception du Stade Lyonnais du côté de la Maladière. Donc, c'est un programme chargé. Il y aura vous allez beaucoup bouffer du débriefing ce soir et nous aussi, mais on va s'atteler à cette tâche. Voilà. On passe directement à la première rubrique. Voilà, donc on se replonge dans la 28e journée de Challenge League. Pour nous, c'était le 3 avril. Et puis, c'est le leader Vaduz qui se déplaçait ce soir-là du côté de la Maladière. Alors, à ce stade, Xamax restait sur une défaite 1-0 hein, du côté du Bruglifeld. On l'avait débriefé ensemble, une défaite un petit peu frustrante avec un FCRO largement prenable. Et puis, Neuchâtel Xamax voulait se reprendre avec la réception de Vaduz. Alors, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Xamax s'est incliné 3-1. Mais un match, somme toute, un petit peu frustrant. Alors, on va être assez clair. Moi, je ne l'ai pas vu, le match. Varam, toi, tu l'as pas vu non plus, ou partiellement, Si, hein? je l'ai vu. Ah ouais, tu l'as vu? Sur les trois, c'est un des seuls que j'ai vu intégralement. D'accord. Et puis Osvaldo, toi, tu l'as vu ce match aussi, hein? Non, j'étais Tu l'as pas vu? en repas. J'étais en repas familial ce soir-là. Donc, D'accord. voilà, il y avait des obligations Ok. d'ordre familial. Ok, donc on va un peu se débrouiller, mais voilà, un match quand même un petit peu frustrant dans le déroulement, Varam, mais un match finalement qui a montré un petit peu
la différence de mentalité et puis d'un côté une équipe de Vaduz à qui tout réussit sur cette saison ou presque, et puis de l'autre côté un Xamax qui voilà mentalement a encore un peu des trous. C'est un leader pas conquérant mais un solide leader qui est venu chercher les 3 points à la Maladière ce soir-là. Ouais, très bon résumé, hein. Je crois qu'on a vu la différence entre un club qui joue encore quelque chose dans cette fin de saison et pas des moindres, c'est-à-dire la montée. Et puis à l'inverse, un club qui n'a plus d'objectif depuis quelques mois et quelques semaines maintenant. Et puis ça a beaucoup conditionné, on va dire, la physionomie du match. Xamax avait très bien commencé avec un très bon pressing dans le premier quart d'heure, 20 minutes, et c'est pas la première fois cette saison que on part avec un pressing intéressant. Ils avaient beaucoup de peine à mettre le jeu en place. Et puis progressivement, on a reculé. Et puis comme tu l'as si bien dit, Vaduz, à défaut d'être génial ou d'être exceptionnel, a été solide et a surtout réussi à frapper au moment opportun. Voilà, avec Brian de Beyer, qui, comme souvent, nous fait souvent très mal. Et puis voilà, et puis comme on dit, je fais un résumé du match. On a tenu jusqu'au 1-0, puis après au 2-0, voilà quoi. On a un peu lâché prise parce que voilà, il y a plus d'enjeu, et puis on a un peu débranché la prise, même s'il y a eu une petite réaction avec le but de Koné à 10 minutes de la fin, mais les carottes étaient déjà bien cuites. Ouais, ben voilà, tu as presque fait tout le débriefing du match, Varam. Alors c'est vrai personnellement, les gens qui ont vu le match ont beaucoup aimé l'attitude de Xamax dans la première partie du match. Alors on va dire on est assez coutumier de ces débuts de match où on gêne relativement bien l'adversaire, on les empêche de construire. On arrive même à se procurer des actions, hein. Il y a une tête de je sais plus qui avec un sauvetage de Schwitzer sur la ligne quand même, qui avait le poids d'un but sur une sortie un tout petit peu manquée de Shafran. Et ce qui manque finalement, c'est ouais, c'est quelque part de capitaliser un petit peu sur nos temps forts dans ce début de match, parce que on gênait bien Vaduz, on se créait des occasions. Et si à la demi-heure de jeu que Xamax mène, il n'y avait pas de quoi non plus mener 3-0, mais je pense que si on arrive avec un but d'avance à la demi-heure de jeu, on peut pas crier au scandale, Varane. Non, clairement, comme on l'a dit, on est bien rentré dans le match, on les a pressés, ils avaient beaucoup de peine à enchaîner 3-4 passes de suite, surtout quand ils essayaient de verticaliser, puisqu'on on faisait un pressing offensif intéressant. Maintenant, malheureusement, ce qui nous est arrivé assez souvent, c'est que il y a le plan de jeu pour le premier quart d'heure, 20 minutes, mais c'est vrai qu'après, on a beaucoup plus de peine une fois, on va dire, que cette salve, que enfin, on va dire, que ce pressing au fait disparaît, parce qu'on peut pas jouer 90 minutes avec un pressing aussi intense. Après, malheureusement, souvent il manque de plan B, il manque d'alternatives, et on va revenir sur un thème qui nous est cher à Examcast, mais c'est là qu'il nous manque un métronome au milieu. Ça veut dire que quand le rythme du match descend, on a besoin au milieu d'avoir quelqu'un qui gère justement les temps un peu plus faibles quand on a la balle, parce que c'est vrai que on part souvent à 1000 le premier quart d'heure, 20 minutes, et puis après forcément quand on descend un peu dans les tours, quand il y a le frein en fait à moteur qui se met en marche, au milieu, on a besoin de quelqu'un où, quand le rythme, on va dire, diminue, sache vraiment gérer, distribuer le jeu, orienter. Mais ça, on l'a pas. Ça, on l'a pas. Mhm. Ou alors, c'est au coach de mettre en place aussi un plan B, parce que c'est très bien de venir presser haut, c'est juste. Mais après, il faut avoir une alternative une fois que ce premier rideau de pressing passe, quoi. Et c'est peut-être là où j'émets quand même un bémol sur le coaching, c'est que voilà, je vois pas de plan B. Et j'aimerais bien qu'Ayo fasse un plan B. Mhm. Effectivement, et là, on arrive dans une phase, Osvaldo, j'aimerais un petit peu t'entendre à ce sujet-là. Xamax, on a l'impression, sur ces matchs-là, mais on aurait pu faire cette critique aussi sur d'autres matchs,
a beaucoup de peine à faire ce qu'on dit dans le jargon le dos rond. Hein, c'est-à-dire quand l'adversaire est dans un temps fort, à le contenir sans prendre de but. Et alors après, on va débriefer le but à proprement parler, mais globalement, sur cette saison, et même j'ai envie de dire sur les dernières saisons, mais globalement, nos adversaires marquent presque toujours au moins un but sur leur temps fort. Et ça, c'est compliqué quand même. Bah oui, c'est-à-dire que moi, pour avoir revu juste avant cette émission quelques extraits, notamment de la première mi-temps, moi, je suis quand même choqué par deux choses. C'est la netteté des occasions au vu de la saison qu'est en train de faire Vaduz par rapport à la nôtre. Et finalement, la répétition et la netteté des occasions dans la première demi-heure et de se dire qu'avec trois situations claires qui sont reprises dans les résumés, hein, qu'on n'arrive pas à passer l'épaule. Et finalement, ça démontre quelque chose dont on parle souvent dans le football, c'est le tranchant dans les deux surfaces. C'est que quelque part, eh ben, Schwitzer, il met plus pour aller sauver devant la ligne, il met plus d'énergie pour aller sauver, plus de détermination pour aller sauver devant la ligne que le joueur neuchâtelois pour la reprendre suffisamment bien pour qu'elle aille au fond. Et moi, je pense que c'est pas seulement une question de réussite, ah bah oui, mais bon, même quand on est là à quelques secondes, à quelques centimètres de marquer, ça sauve durant la ligne, on n'a pas de chance. Moi, je pense que ça a rien à voir avec ça. Et on est typiquement dans une question de dynamique, de différence de dynamique entre une équipe qui avait un objectif, je pense, assez clair de bien figurer dans ce championnat. Peut-être pas la montée en début de saison, mais qui avait un objectif assez clair de bien figurer dans ce championnat. Parce qu'il faut se rappeler du premier match contre Vaduz à la Maladière cette saison où ils nous avaient baladé et on avait obtenu un nul très, très heureux. Et puis une équipe qui finalement avance saison après saison sans objectif. Mmh. Ouais, et puis voilà, après on arrive au moment de l'ouverture du score, hein. On parlait de Schwitzer décisif défensivement sur l'action autour de la 20e minute. Cette fois, on retrouve un Schwitzer décisif offensivement, hein, avec voilà. Alors Dominique Schwitzer, on a eu la chance de l'avoir 6 mois chez nous. On connaît sa qualité de centre. Là, il fait une nouvelle fois de plus étalage de son talent dans ce domaine-là. Mais sur cette action, Varam, moi, j'avais envie de mettre en évidence l'intelligence de jeu de Kocic sur cette action. Ouais, exactement. Et puis si on se rappelle bien, quelques minutes avant, il y a eu quasiment la même Ouais, action où Aïroulaou fait un sauvetage miraculeux à l'ADR, centre, remise et puis but. Donc effectivement, là, l'attaquant Liechtensteinois joue très bien le coup. Mais je pense que c'est des schémas qui ont été travaillés à l'entraînement parce que 5 minutes avant, il y a eu le même. C'est très très bien joué, c'est très propre. Le centre, comme tu l'as dit, Schwitzer, on connaît le bonhomme, on sait qu'il a le magnifique pas de gauche, et puis magnifique remise, et puis voilà, ben Beyer en embuscade. On connaît aussi le bonhomme qui nous a souvent fait très très mal. Et puis voilà, finalement, ben on prend le but dans un temps fort. À ce moment-là du match, c'est logique. Mais on sentait quand même depuis quelques minutes que le corbillard commençait quand même à tourner autour du but d'Omer Agic. Et on sentait que, ouais, que le coup près allait quand même tomber dans pas longtemps. ouais. Kostic, il avait tout pour frapper direct, hein, mais en même temps, il avait Omeragic qui arrivait et qui pouvait couvrir l'angle. Il voit Beyer, mais personne du côté de Châtelois anticipe la remise. Absolument personne. Il y a que Beyer finalement qui sent un peu que son coéquipier va lui remettre le ballon, mais il y a quand même un joueur qui est potentiellement au contact de Beyer, qui peut essayer d'allonger la jambe. Bon, après, vous me direz, s'il allonge la jambe et que Beyer met la tête, ben, c'est penalty à 200%. Mais pour le coup, ben, voilà, très bien joué de la part de l'attaquant, mais quand même un petit manque de réaction de la part de l'équipe neuchâteloise. C'est Voilà. quand même fou à part ça c'est quand même fou à part ça, le nombre de fois où on revoit ces scènes, cette saison, les saisons précédentes, où on en parle chaque dimanche aussi, j'ai l'impression de ce manque de réaction et tu vois des reprises de la tête dans les 3 mètres, dans les 5 mètres, tu vois des défenseurs qui font ça, qui haussent les bras, qui haussent les épaules. Je sais pas, oui, semaine après Ouais. semaine après semaine après semaine et on prend ces buts, excusez-moi du terme, à la con. J'ai l'impression à chaque match. Mais c'est violent, hein, parce que Mm. tu te dis à la limite,
Si c'est des frappes dans la lucarne avec des prises de risque de 25 mètres où, ma foi, t'as pas trouvé l'angle de tir, puis qu'à chaque fois, bah, on se fait punir par des frappes impensables. Mais c'est souvent, quand même, un manque de réactivité dans des zones où, faut être là au duel, quoi. Mmh. Totalement. 1-0 pour Vaduz à la mi-temps, alors tout n'est pas, à jeter non plus, tout n'est pas perdu, en soi, hein. On sentait aussi potentiellement que Xamax avait juste besoin de mettre un peu plus de folie et puis de concrétiser, une action pour que le match puisse éventuellement prendre une autre, tournure. Premier quart d'heure de nouveau intéressant de l'équipe neuchâteloise et puis, ben, voilà, on se fait cueillir, juste avant l'heure de jeu. Alors, tu as salué, les qualités, roublardise de Beyer sur le premier but. On peut aussi, voilà, faire hommage à d'autres qualités chez Beyer sur ce deuxième but, Varane, je pense. Ouais, bah voilà, on sent que, enfin, Beyer, on sait que c'est un joueur, c'est au fait un requin, quoi. Ils sont de l'odeur du sang, quoi. Et là, clairement, quoi. Donc là, il fait une énorme transition, balle au pied, parce que derrière, bah, on était dégarni, parce qu'on essayait de revenir au score. Et puis là, bah, il a fait une énorme traversée. C'est un but, c'est le genre de but qu'il aime bien. C'est un joueur qui aime bien jouer en transition. C'est un joueur qui aime bien faire des grandes courses. Et puis là, ben, il a beaucoup d'espace. Et puis voilà, il repique au centre, il frappe dans le petit filet. C'est clinique, ça va Mmh. vite et c'est précis. Voilà, et Mais c'est un but de puncher comme il aime bien. ouais, on a l'impression, Osvaldo, que la même action côté Xamax et la frappe, elle finit dans une jambe liechtensteinoise. C'est clair et moi, saison après saison après saison, je comprends pas comment, ce Brian Beyer soit encore là à naviguer, d'entre les des clubs de haut de tableau de Challenge League et de bas de tableau de Super League. Moi, je pense que c'est quand même un joueur qui, à un moment donné, en tout cas pour ce qui est du niveau de notre championnat et de notre football dans notre pays, mériterait une place un peu plus établie dans un je dis pas dans un club qui joue le titre, mais dans un Lucerne, dans un Saint-Gall, dans un club comme ça, je pense qu'il aurait totalement sa Ouais. place au vu moi, Ouais, et en même personnellement, temps, si Brian Beyer avait signé à Thun en début de saison, on se serait pas étonné, hein, du tout. du coup. Absolument pas et il aurait été champion suisse parce que là, Ouais. c'est qu'une question de quelques semaines. Mais c'est vraiment un joueur, mais déjà, il est fondamental dans la montée, dans la promotion d'Yverdon en Super League. Il a fait très, très bien du côté du stade municipal et c'est vrai que moi, c'est ce genre de joueur, c'est un peu comme Di Giusto pendant un moment, quoi. J'ai la peine à comprendre comment des joueurs comme ça font pas le step de qualité et qu'il y a pas au moins des clubs de meilleure facture de ce pays qui s'intéressent à eux, tout en sachant que les mastodontes historiques de ce championnat sont aujourd'hui à l'arrêt, hein. Quand on regarde, l'état des Bâle, des Zurich, des IB, ce genre de mec, je dis ça pour vous les gars, mais ça serait pas de trop, hein, à l'heure qu'il est, hein. Mmh. Franchement, Mais quand on voit les performances qu'ils font dans certains clubs, c'est moi, ça m'étonne que ce genre de joueur-là soit encore à Vaduz, quoi. après, sur Beyer, c'est un joueur qui est hyper intéressant, mais je pense qu'il a aussi un profil qui peut peut-être rebuter aussi certains entraîneurs, parce que c'est un joueur qui est venu tard dans le monde professionnel, Oui. et puis c'est un joueur, on va dire, qui a les qualités et les défauts d'être au fait arrivé dans le milieu pro tard. Ça veut dire que l'avantage, c'est que c'est un joueur qui est hyper instinctif, qui est capable de coups d'éclat assez incroyables. Et puis de l'autre, c'est un joueur, je pense, qui fait peur à certains coachs parce qu'il peut être un peu, anarchique. Il peut être un petit peu anarchique. Et puis après, Beyer aussi, c'est le profil typiquement des équipes qui jouent en transition. Voilà. Et peut-être que certains entraîneurs, comme il a, on va dire, ce côté un peu anarchique, ça leur fait peut-être peur. Il a eu une deuxième chance à Winterthur, mais là, j'ai l'impression que c'était plus, on va dire, disciplinaire, parce que c'est pas possible qu'une équipe comme Winterthur, où la Mmh. concurrence est assez moyenne, qu'il ait aussi peu joué. Moi, je Ouais. connais pas assez bien ce qui se passe en coulisses à Vinti, mais à mon avis, il a dû avoir un problème avec l'entraîneur ou avec le staff, parce que j'imagine mal le voir comme ça faire banquette pendant des mois et des mois, parce qu'au début, il a joué et
vers novembre. Il a disparu des radars. Donc, à mon avis, il y a dû avoir des choses que nous, on ne sait pas, quoi. Ouais. On va revenir au Tout à fait. débriefing du match. Tu l'as dit avant, Varam, hein, une réaction de Xamax qui revient au score à la 80e minute. Bon, on va qualifier ce but de un petit peu chanceux quand même, Osvaldo, hein. Même si la finition de Koné, elle est impeccable, mais la manière dont le ballon lui revient dans les pieds est un peu chanceuse. Oui, effectivement. Alors je vais juste le revoir Ouais. avant de pouvoir Bah, m'exprimer, mais c'est un coup franc d'Altina Azemi effectivement, qui effectivement, choisit. Ouais, Billard avec, un rebond sur 2 ou 3 joueurs de Vaduz alors que la frappe est à terre et c'est vrai que Koné après conclut magnifiquement dans un mouchoir de poche parce qu'il faut quand même le mettre, ce but, mais c'est vrai que ça lui revient de manière un peu fortuite et on a sur cette action-là la réussite qu'on n'a pas en début de match. effectivement. La superbe réaction de Koné, c'est à peu près sûr que s'il contrôle la balle, elle finit pas au fond. Il y a un défenseur qui revient, il y a le gardien qui ferme son angle, il fait le geste exactement qu'il fallait. Donc voilà, un but de buteur. Et puis, à ce moment-là, on espère que le match bascule un petit peu dans l'irréel. Il reste 10-15 minutes de jeu avec le temps additionnel. Et puis, ben voilà, Varam, Xamax n'arrive pas à emballer le match définitivement. Et puis, au contraire, ils se font cueillir, même pas dans le temps additionnel, juste avant le temps additionnel sur un contre chirurgical du FC Vaduz. Ouais, bah finalement, voilà, Vaduz a fait le dos rond. Ils ont bien joué le coup. Comme tu l'as dit, le but qu'on marque, c'est plus une action fortuite. Hormis ça, ils n'ont pas été hyper en danger. Ils ont été en contrôle. Et puis, bah voilà, ils ont frappé quand c'était nécessaire, quand ils ont eu l'espace, quand ils ont eu l'occasion. Donc voilà, à part le premier quart d'heure, 20 minutes, comme on l'a dit avant, Vaduz en maîtrise, Vaduz en contrôle. Et puis, voilà, à moins d'une catastrophe, ça devrait être l'équipe qui va monter directement et qui finira première, quoi. Voilà. Donc, comme tu l'as très bien dit en préambule, c'est pas un Vaduz flamboyant, étincelant, mais bah, défaut de ça, ils sont solides, ils sont bien en place. Entraîneurs expérimentés, ils ont quelques joueurs intéressants, et puis voilà. Finalement, ils ont fait le job, quoi. Et puis ouais, petit clin d'œil intéressant sur ce but. À l'assist, on retrouve Angelo Campos, hein, dont on connaît les mésaventures du côté de la Maladière, arrivé en grand espoir, en large meilleur buteur de Promotion League et qui n'a pas répondu aux attentes, et puis qui retrouve un second souffle du côté du FC Vaduz. Et puis le but inscrit par Ayo Akinola, qui était, on va dire, presque aux abonnés absents depuis quelques matchs, presque depuis la reprise en janvier, hein, quasiment plus de temps de jeu, et dont on a lu dans la presse web un certain intérêt de la part de Neuchâtel Xamax pour ce joueur. Donc voilà, peut-être un but à la fois du passé de Xamax et du futur de Xamax. Bah, l'avenir nous le dira très certainement. On aura une réponse d'ici le mois de juin ou le mois de juillet. Ouais, d'ici le mois de juin ou plus tard par rapport à ça. 3-1 pour Vaduz, score final. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur la victoire des Liechtensteinois. Des Liechtensteinois, pardon. Ils étaient tout simplement plus réalistes et plus concernés que nous ce soir-là. Très clairement, je crois. Ouais. C'est une équipe qui voilà, qui est dans sa lignée et puis qui va, je pense, comme l'a dit Varam, qui va très certainement, mériter, la promotion qui se promet, enfin qui se profile pour elle, quoi. Je pense que c'est une équipe qui finalement dans une Challenge League de plus en plus illisible aussi par rapport au haut du tableau, hein, parce qu'il y a quand même des on est un géant endormi, par rapport à notre passé historique en Liga, mais je pense qu'on n'est pas les seuls dans notre cas. Je crois que chaque année, on a des adversaires de Challenge League dont on aime bien aussi rigoler, qui nous surprennent à chaque fois plus dans leur capacité de craquante. Mais ça devient de plus en plus illisible, quoi, cette Challenge League, quoi. On voit Mhm. depuis
depuis en haut que Vinti risquerait très vraisemblablement de tomber. Ouais. On va dire On qu'il n'est y pas a des sorti grand. géants qui ont pris une réputation de loser et puis il y a des géants qui ont pris une réputation de choker. Voilà, on nommera pas Voilà, qui est qui. exactement. Sans vouloir viser absolument personne. Mais je crois que nos auditeurs savent de qui on parle. Exactement. Voilà, messieurs, je pense qu'on peut passer à notre second débriefing du soir. Quatre jours après cette défaite contre Vaduz, Xamax se déplaçait du côté de la Lidl Arena de Ville. Alors, un stade qui ne nous a jamais réussi, on va pas s'étaler plus, on le dit à chaque fois. Et on attendait une vive réaction de la part des joueurs d'Anthony Breza. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans l'histoire. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe a réagi. La mauvaise nouvelle, c'est que la réaction a duré 10 minutes. Voilà, je crois on a résumé un petit peu ce match. Mais ce match, messieurs, alors même question qu'avant. Varam, toi, tu l'as pas vu du tout, hein, ce match-là. J'ai vu seulement un quart d'heure, 20 minutes, ouais, entre la 25e jusqu'à la mi-temps, je crois. T'as vu le pire quart d'heure, en fait. Et Voilà, puis, toi, voilà. Osvaldo, tu l'as vu ce match? Non plus, mais Non j'ai plus. vraiment pour le coup, déjà que Ville est un déplacement qui se traduit souvent en long pensum, j'ai de temps en temps des pensées assez émues pour mes petits copains de la tribune qui vont faire ces déplacements parce que oui, il y a un minibus qui est parti en direction de Ville mardi soir et je pense Mhm. qu'une pensée forte doit accompagner les courageux qui ont décidé d'y aller dans une ils diront que c'est leur job entre guillemets, ce que je comprends dans la mentalité, mais je veux dire dans une période aussi anonyme de la saison, faire ce déplacement-là un mardi soir, il faut vraiment se motiver. Donc, pour le coup, merci à eux d'avoir été là-bas parce Ouais. que personne n'allait à leur place. Oui, Anthony Breza avait fait plusieurs changements, hein, notamment dans l'assise défensive, hein, avec la titularisation de Yoann Epito. Il n'était pas le match précédent, ainsi que de Jetmir Krasniki à droite et Michael Fakinetti à gauche. Les deux joueurs étaient disponibles, hein, Fontana et puis Léo Seydoux, c'était juste un choix de coach. Alors un choix qui a failli être payant, enfin qui a été payant pendant 10 minutes puisque Michael Facchinetti a voilà, fait un très bon début de match et a délivré deux superbes assists. Le premier pour trouver la tête de Koro Koné, Varam. Alors on a eu les qualités au pied de Koné sur le match précédent. Là, on retrouve des qualités qu'on lui connaît un petit peu plus, c'est le jeu de tête. Et elle n'était pas toute faite, hein, cette tête, il fallait la mettre au fond. Non, bah Koro, ben, on connaît ses qualités, hein, voilà, même si c'est un joueur qui est pas très grand, on sait qu'il a un excellent timing, il a un excellent de coup de rein sur les têtes, quoi. Il est vraiment très très bon. Et puis voilà, bah, c'est un joueur qui, malgré le fait qu'il arrive quand même à un certain âge, il est encore frais, voilà. Et puis bah, on sait que de la tête, il excelle et il l'a encore démontré encore une fois. Euh, et c'est vrai qu'il a le don aussi de mettre des buts de la tête qui sont pas super évidents. Et là, c'est encore la preuve, quoi. Oui, effectivement, très beau but de Koro Koné. Et puis, assiste aussi pour Michael Facchinetti sur le 2-0 une minute plus tard. Mais c'est quand même aussi un beau rush de Liri Moulay, Osvaldo. Oui, effectivement et finalement, on était super bien lancé, hein. Il vient mettre cette frappe sèche au premier poteau et on se dit à ce moment-là qu'avec un 2-0 à la 12e minute, on n'a jamais été aussi bien parti pour briser la malédiction de la Lidl Arena. Le problème, c'est qu'on est aussi fort pour se mettre autant sur les bons rails que pour dérailler et aussi rapide dans un sens que dans l'autre. C'est tout ce que je me sens de dire sur cette deuxième réussite. Parce que malheureusement, le bonheur a été de très très courte durée, quoi. Oui, effectivement. Alors,
On vous l'avoue un petit peu, chers auditeurs, mais on a eu une petite blague, on va dire, 1 heure avant le match, à l'interne dans notre groupe WhatsApp Examcast. Bah, vous le savez, hein, Simone Rapp, on va dire dans la semaine qui précédait ce match, avait annoncé sa retraite sportive à la fin de sa saison pour rejoindre l'encadrement du FC Thun. Et puis on s'est dit, voilà, il va nous claquer un dernier triplé avant de, avant de mettre fin à sa carrière. Donc on s'est dit, voilà, on va prendre un triplé de Rapp et on va perdre ce match 3-2. Alors, le scénario ne s'est pas totalement produit. Simone Rapp n'a été impliqué sur aucun des buts inscrits. Je ne sais même pas si, s'il est rentré en jeu au final. L'attaquant, je recherche un peu les stats. Non, je ne crois même pas hein, qu'il est rentré en jeu. Ou peut-être, je sais pas, Simone Rapp. Non, non, il était sur le banc, mais il n'est pas rentré en jeu. On n'a pas pris un triplé de Rapp, mais par contre, la remontada, elle a eu lieu, elle a bien eu lieu. Elle a commencé autour de la 27e minute avec, à ce moment-là, la réduction du score. Et puis, elle intervient sur un penalty, tout ce qu'il y a de plus logique, hein, Osvaldo. L'ailier fait la différence sur le côté, il est séché. Je crois que pas de discussion possible. Oui, alors sur les images, Johan Pito se désespère, mais enfin, personnellement, moi, de ce que je vois des images, il est en retard. Voilà, il fait trébucher, si je peux utiliser un terme du hockey sur glace pour faire un peu d'actualité par rapport à ce soir. Ça aurait été, au hockey, ça aurait été 2 C'est ça, minutes, du 2 coup, minutes pour tripping, comme ils disent. pour faire trébucher. Puisque, ok, on adore définir des fautes par des verbes à l'infinitif. Mais non, mais voilà, il est en retard, il coupe la trajectoire de l'attaquant, donc non, il y a pénalty 100 fois là, sur ce coup-ci. Et puis, Timothy Guerre, titularisé en lieu et place d'Edin Omeragic ce soir-là, commence par s'illustrer sur ce penalty de Endao. Alors bon, il est botté dans une zone à mi-hauteur, c'est la zone qu'on dit toujours la plus facile à intervenir pour un gardien, mais il la renvoie malheureusement devant lui. Et puis bon, même si le tireur de penalty est souvent le joueur le plus prompt à reprendre le ballon sur cette action, évidemment, il est à 6,50 m au moment de la frappe, alors que les autres sont censés être derrière. Mais qu'est-ce que les défenseurs Xamaxien ont l'air loin sur cette action, de Ah ouais, nouveau. non, mais on a l'impression qu'il n'y a aucune seconde où ils se disent notre goalie va peut-être la sortir, quoi. C'est vraiment, enfin, il y a un réveil au moment où on voit le ballon dépasser la ligne des 5 mètres et puis on se dit, ah, peut-être qu'il faudrait qu'on y aille. Alors, je veux bien que ça va vite, je veux bien que ça aille vite, je veux bien que il faut de la réactivité sur ce genre de, mais tu peux pas, je veux dire, tu peux pas te retrouver aussi loin sur un rebond, alors que le gardien, en plus, il la sort, quoi. Je veux dire, il fait son travail, il fait sa part de travail quelque part. Il la dévie pas en corner, il ne la bloque pas, mais Ouais, il la sort. il a vraiment pas de chance parce qu'il fait l'arrêt, mais elle lui rebondit peut-être pas complètement sur la main. Et puis, on sent qu'il a envie de la boxer un peu sur le côté, mais voilà, elle revient pas complètement. Et puis ses buts. Bon, à ce moment-là, on est déjà plus très serein. Et puis, on l'est encore moins à la 32e, où Ville trouve l'égalisation par Dalipi, hein, fraîchement prêté par Young Boys. Et voilà, c'est presque trop facile, Osvaldo, pour l'attaquant de Ville, là. Ouais, ouais, non, mais enfin, de toute façon, c'est quand même, il y a un 1-2 qui se fait comme dans du beurre. Et puis le pauvre Timothy Guerre qui se fait fusiller sur cette frappe croisée. Très franchement, alors on en a, enfin, j'en avais blagué d'ailleurs, je crois, avec des potes au stade vendredi, hein, quand on en parlait, mais il y a des remontadas où tu mènes 2-0 après un quart d'heure et tu prends le 3-2, je dis n'importe quoi, à la 80e minute, quoi. Là, t'as déjà une demi-heure après avoir mis le 2 partout, le 2-0, tu te fais déjà remonter à 2 partout et même le dépassement et la remontada est complété même avant la mi-temps. Donc Ouais, ça en dit long avec une horreur défensive après l'autre, quoi. ouais, effectivement, la remontada est complétée à la 42e. Alors, encore maintenant, comment
N'Joli, l'attaquant qui conclut l'action, peut se retrouver tout seul à 5 mètres comme ça. Enfin, Pour Varane, sur cette action, on se tire une balle dans le pied. On laisse un attaquant seul dans les 5 mètres. Et là, tout le monde est happé par le ballon. Alors, l'action commence à gauche, il y a une balle en cloche. Ok, les joueurs de ville combinent bien, une première tête, une deuxième tête. Mais c'est trop facile quand même. C'est trop facile. On se fait balader beaucoup trop facilement. On est même pas dans la réaction là. On est amorphe. Oui, On est amorphe. oui, bah, c'est peut-être le but qui a le mieux résumé, on va dire, notre match. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on a littéralement arrêté de jouer. On a débranché la prise, mais alors ça a été flagrant parce qu'on a reculé, parce qu'on n'a plus gagné un seul duel, on n'a plus gagné une deuxième balle. Et au foot, si vous gagnez pas un seul duel, si vous mettez pas un minimum de méchanceté, d'agressivité positive et saine, c'est impossible de gagner un match. C'est impossible. Hmm. Je veux dire, quand vous gagnez plus un seul duel, quand vous ne pressez plus, enfin, je veux dire, il y avait même plus de pressing défensif, quoi. Parce qu'il y a le pressing offensif, mais il y avait même plus de pressing, il y avait plus rien. C'était d'open bar. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, il y avait une fameuse pub pour une assurance où, au fait, c'était un match de foot et il se laissait passer. Ben là, c'était pareil, quoi. C'était d'open bar, c'était roue libre. Et dans des conditions pareilles, avec une mentalité pareille, vous prenez une valise. Vous prenez une valise. Et moi, pour moi, ce match, c'est faute professionnelle. Parce qu'on peut perdre même 5-2, c'est pas grave. Mais si on s'est battu, si on a fait les efforts pour. Mais là, il n'y a eu rien du tout. C'est un scandale. C'est un scandale de présenter un état d'esprit pareil. Moi, je veux bien qu'on ne joue plus rien, qu'on est rentré dans un espèce de vortex depuis 7 ans. Mais bon, au bout d'un moment, il faut, enfin, je veux dire, vous êtes des professionnels, vous êtes payés, c'est votre job. Et si vous n'êtes pas capable de mettre un minimum d'esprit, un minimum de mentalité, il faut faire autre chose. Il faut aller faire du tricot, il faut aller faire un sudoku, mais il faut aller faire autre chose. Parce on peut perdre, on peut se faire manger tactiquement, les autres sont plus forts, ça on a le droit. Mais de perdre parce qu'on n'a pas la bonne mentalité, ça c'est un scandale et ça moi je refuse. Oui, je crois que tu es un peu fâché, Varane, mais tu résumes quand même assez bien ce qui n'a pas du tout fonctionné sur ce match, et en particulier, on va dire, sur ces 20 minutes hein, jusqu'à la mi-temps, et sur toute la deuxième mi-temps, parce que voilà, on peut s'attendre à ce que quand une mi-temps se passe comme ça, tu mènes 2-0 après 10 minutes, tu prends les 3 buts dans la suite, tu secoues un peu le vestiaire, et puis l'équipe revient de manière conquérante, et ça n'a pas été le cas. Xamax a livré une seconde mi-temps encore pire potentiellement que les 20 dernières minutes de la première mi-temps. Et au contraire, au lieu d'une réaction, le score s'est aggravé. Alors, à l'heure de jeu, c'est Bredjic hein, qui a tué tout le suspense dans une action où la passivité de la défense est de nouveau à mettre en défaut. Potentiellement, ça commence aussi par une intervention quand même peu sûre de la part de Otigay, Osvaldo. Oui, oui, oui. Ben c'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire, et c'est vrai que, ben, là, dans une optique comme ça, bah, là, on voit Otigui effectivement qui relâche le ballon et puis qui le relâche malheureusement pour lui, directement dans les pieds du joueur de ville. Après, moi, c'est aussi, c voilà quoi. À la limite, je dirais, le deuxième gardien, il est mis sur ce genre de match. Il est arrivé cet hiver. Il a eu un baptême du feu, où on lui a fait le cadeau absolument extraordinaire de jouer ce match, sur lequel on avait mis toutes nos cacahuètes, hein, évidemment à Bellinzone, avec cette défaite, et et c'est vrai que, voilà, quand on le revoit dans le but lors de ce match contre Ville, il a pas de Ouais. réussite sur le penalty. Il relâche le ballon, il est peu sûr de lui, sur ce but-là. Après, dans la prolongation de ce qu'a dit Varane, je pense qu'il y en a d'autres qui sont, sur lesquels il faut bien plus taper. On va penser que je protège
de manière incommensurable les gardiens à chaque fois, mais pour le coup, Tim, je veux dire, par rapport à beaucoup d'autres qui ont joué ce match-là et qui sont quelque part responsables sportivement de notre classement actuel, parce que certains ont quand même joué la plupart des matchs de championnat. C'est malheureusement, ben, il est malheureux sur cette action et il relâche le ballon dans les pieds de l'attaquant de Ville, mais c'est à la limite, c'est presque par élimination le but sur lequel j'ai le moins envie de tirer sur l'ambulance, quoi. Le 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 Ouais, le le enfin, le but précédent, non, mais le but précédent où ils se font tous aspirer au premier poteau par le ballon, oui. je veux dire, c'est un peu comme, ne pas faire une passe dans l'axe. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, en tout cas, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de à partir du moment où on commence à un jeune joueur à lui parler tactique, c'est un peu un des premiers trucs qu'on apprend, c'est occuper l'espace de manière répartie dans les 16 mètres et pas se laisser tous happer par le ballon. Et là, il y a enfin, je sais pas, c'est Non, mais on là, est là, là, on veut pas tirer sur une ambulance, mais même un jeune gardien, ce ballon, le ballon, il est dans les 5 mètres. Il y a aucun joueur de ville qui vient le presser. Il y a aucun joueur défenseur qui vient le gêner. Il doit le prendre, ce ballon. Il doit le prendre. Il doit hurler et puis il doit aller le saisir. Je veux dire, là, il y a pas, pour moi, il y a pas à débattre 150 ans là-dessus. Il doit le saisir. Alors après, derrière, il le boxe et puis il le dévie et puis il y a aucune réaction de la part des défenseurs et c'est l'attaquant de Ville qui peut la mettre au fond. Mais celui-là, il est quand même un peu pour lui. Et puis bon, voilà, pour la confiance, il est titularisé à Bellinzone avec les M19, il en prend 5. Il est titularisé à Ville, il en prend 5. Vous pensez qu'il sera dans quel état d'esprit quand il va rentrer la prochaine fois sur le terrain, si il rentre encore sur le terrain d'ici la fin de la saison? Pas très très bonne, donc voilà. intéressant. Là, je tire pas sur l'ambulance, je mets pas la faute à lui, mais pour moi, c'est une nouvelle fois de plus une preuve de la gestion catastrophique de nos jeunes joueurs, qu'ils soient à nous ou en prêt. Enfin, c'est juste les envoyer au casse-pipe sans accompagnement et pour moi, c'est juste scandaleux. Voilà, le 5-2 de Caïba est presque anecdotique. Alors, il n'est pas anecdotique parce qu'il est superbe ce but quand même. Hein, Varane, il allume bien la lucarne sur ce dernier but, mais il nous fait vraiment boire le calice jusqu'à la lie, comme on dit. Si c'était un des nôtres qui avait inscrit ce but-là, on se serait probablement levé un tout petit peu de nos sièges. Il est superbe, mais il vient donner des allures de grosse déculottée à ce match. Quand tu mènes 2-0 après 10 minutes, tu t'attends pas à perdre le match 5-2 quand même. Non, bah clairement, bah, ça a été la cerise sur le gâteau, ça a été le dernier clou sur notre cercueil, quoi. Voilà, une frappe très pure, très belle, mais voilà, il est de nouveau, il y a aucun pressing, donc bon, bah voilà, quoi. C'est un peu c'était un peu la balade des gens heureux, quoi. Donc voilà, quoi. Quand vous n'êtes pas en fait attaqué, quand vous êtes pro, ben voilà, quoi, super, quoi. On y va, cacahuète, et puis c'est au fond, quoi. Donc C'est simple voilà, le mais foot, comme ça. oui, bah, c'est clair, hein, je veux dire, si on n'est pas pressé, bah, allez-y, quoi. Donc voilà, non, ce match honteux, voilà, je me répète, un état d'esprit pareil, c'est pas possible, c'est une faute professionnelle, voilà, je le dis encore. Voilà, pour moi, on peut perdre tactiquement, on peut perdre techniquement, on peut même en prendre 5, hein, c'est pas grave, mais quand vous affichez un état d'esprit pareil, pour moi, c'est inexcusable et c'est le seul élément qui doit toujours être là, victoire ou défaite. On peut même en prendre 5, mais si on a fait ce qu'il faut, c'est que les autres étaient plus forts ou juste c'était pas le jour. Mais là, franchement, c'est la honte. C'est la honte. Voilà. Ouais, Après, dans une ligue comme celle-ci, avec les adversaires que tu as, en général, si tu en prends 5, à part si c'est contre un cadre du championnat qui met des raclées à tout le monde, mais c'est qu'en général, tu as de loin pas fait ce qu'il fallait. Et pour le coup, bah, ça tombe contre Ville, quoi. Je veux dire, je veux bien que ce soit une équipe contre laquelle on ait des difficultés, mais tu ne peux pas lâcher un match dans ses proportions, d'autant plus face à un adversaire qui est vraiment pas. Enfin, on parle ni d'Yverdon, ni de Vaduz, ni de Darro, quoi. On parle d'une équipe voilà, qui se maintient une nouvelle fois dans cette catégorie-là parce qu'il y a un cancre qui s'appelle Bellinzone. Mais
je veux dire, franchement, puis la manière dont les buts arrivent, comme tu l'as dit, ils ont débranché la prise à la demi-heure. Et puis Oui, arrivederci e grazie, comme on dit chez moi. exactement. Non, et on va pas faire injure aux joueurs de Ville qui ont cru la remontée possible, ils l'ont réalisée. Mais honnêtement, ça serait arrivé dans l'autre sens. On n'aurait pas pu dire que notre équipe a livré un gros match. Ville, ils ont appuyé sur l'accélérateur par moment, mais on leur a grandement facilité la tâche, quoi. Ils ont pas dû sortir le match de leur vie pour réaliser une remontée de 2 buts, quoi. Et c'est ça qui est vraiment désolant. Oui, puis ce qui est encore plus désolant, c'est que normalement, Ville, c'est une équipe qui a beaucoup de peine à faire le jeu, qui Mhm. normalement procède par des longs ballons. Mais comme là, il n'y avait aucun pressing, C'est on a vrai, oui. réussi, on a réussi à faire en sorte que Ville joue au foot. Ouais. Non, mais je sais pas si on se rend compte, hein. Je sais pas si on se rend compte. Et de nouveau, je veux pas jeter la pierre à Ville parce que Ville, ils font avec leurs armes. C'est pas les, c'est pas les meilleurs joueurs de la ligue, mais c'est une équipe qui met du cœur, qui est hyper embêtante à jouer, qui est super physique, qui joue avec un bloc bas, qui est vraiment qui a des qualités de solidarité indéniables et qu'il faut mettre en avant. Mais si on a réussi à leur faire du foot à ce point-là, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolé. Ben, on a pris Mhm. 5 buts de la pire attaque du championnat à ce moment-là, hein. Ben, c'est ça. Ils le sont plus parce que voilà, ils en ont Là, planté 5, mais avant ce match, c'est pas Noël. c'était la pire attaque Merci, du papa. championnat. Donc voilà, des supporters très fâchés après ce match. Peut-être en guise de conclusion, on n'évoque pas souvent cet aspect-là, mais on va le faire quand même. Je crois que la rupture entre les supporters et l'équipe dirigeante, elle est consommée cette fois. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux si vous y êtes, vous allez lire les commentaires après ce match contre Ville, vous allez lire, si ça vous a pas suffi, les commentaires après l'élimination en coupe contre Yverdon. Et puis, il y a une vague de désamour importante de la part du public. Cette fois-ci, messieurs, la rupture semble consommée et définitive. Mhm. Ouais, ouais. Bah, c'est en même temps, c'est tout ce que l'équipe dirigeante mérite. Et puis c'est vrai que moi, j'ai personnellement pas lu l'article de notre quotidien régional, mais j'en ai vu des extraits dans les commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, avec les déclarations de notre propriétaire. On n'est juste pas dans le même monde là, hein. On n'est juste pas dans le même Ouais. monde. Je crois que même un propriétaire qui reprenait un club, on va dire, plus lambda que nous, historiquement parlant, et qui voit une équipe comme ça, même sur une fin de championnat où elle a plus rien à jouer, se comporter de la sorte, il y a aucun moment où il tient ses propos. Et le truc, c'est que encore, c'était peut-être la seule chose qui sauvait notre propriétaire, c'est que dans la première moitié, on va dire, de son mandat de président, ça lui arrivait notamment dans les trêves internationales, il aimait bien faire ça, ça lui arrivait de venir piquer l'équipe dans la presse par quelques déclarations par moment où il disait: «L'attitude ici n'a été inadmissible, là, elle a été inadmissible». Là, il le fait même plus et on le voit, «Ah bah, on a pris 5 buts à Ville, bah, tout va bien, quoi». Je veux dire, tu menais 2-0 à la 12e minute, tout va bien. Ouais. C'est vraiment pas le problème. Un match désastreux ne doit pas tout remettre en question. Barham, quand on lit ça, on a envie de pleurer. On ne sait pas si on doit pleurer de tristesse ou de rire, mais on a envie de pleurer. Oui, bah là, je pense qu'il est prêt pour le Comedy Club, hein. Là, je pense il fait du stand-up. Alors, il s'en rend pas compte, mais voilà, non, non, mais c'est complètement lunaire. Je crois que ça fait 7 ans qu'il y a cette direction-là. L'heure des bilans et l'heure de faire les comptes est aussi là. Voilà, c'est un désastre à tous les niveaux parce que moi, je veux bien que on enlève de facto les résultats bruts. Ok, mais qu'est-ce qu'on a construit sur ces 7 ans? Eh ben, pas grand-chose. Pas Mmh. grand-chose. Alors oui, il y a deux, trois jeunes qui ont pu être vendus.
Mais comme tu l'as bien dit avant, c'est pas parce qu'il y a un plan précis. C'est parce que tout d'un coup, on a réussi à avoir une ou deux pépites. On a eu Franck Surdé qui est, je le répète, pour moi, niveau talent, c'est un virtuose. Même s'il n'a pas encore tout exploité, je pense qu'il nous a pas tout montré, mais je pense que c'est un virtuose et je pense que il en a énormément sous le pied. On a eu un Zach Watekame qui, je pense, a un mindset et une mentalité de très très grand joueur. Et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il est à Milan. Voilà, donc on a eu quelques joueurs, on a eu deux trois coups, mais sinon à part ça, il y a pas grand chose qui se passe à ce niveau-là. Oui, alors au niveau comptable, peut-être que pour certaines personnes c'est bien, mais le plan avec les jeunes, c'est quoi? euh, chaque année 15 joueurs qui arrivent et 15 qui partent. Donc au fait, on construit pas, on construit aucune ossature. Il n'y a pas de plan de jeu. Chaque année, voire tous les 1 an et demi, on change d'entraîneur. Enfin voilà, il y a absolument, il y a aucun projet sportif. Ça fait 7 ans que c'est simplement c'est cacher la poussière sous le tapis. Ben, au bout d'un moment, le tapis, au fait, il déborde. Et je pense qu'on est arrivé là. Et que voilà, puis que bon, bah, tous les 6 mois, on vient dans la presse à dire oui, mais vous comprenez, cette année, on a 1,5 point en plus qu'il y a 3 ans, donc on fait des progrès. Non, maintenant il faut arrêter de faire ces calculs d'épicier, de prendre les gens pour des truffes, parce que c'est bon, on a compris. Voilà. Mm. Ouais, mais on a fait 5 points de plus que dans 1972. Eh, c'est bon là. C'est bon. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Je crois qu'on a compris le petit jeu. Ça y est, c'est bon quoi. Et je crois que on en a soupé quoi. Il y a un Ouais, entraîneur italien qui a entraîné sur la Canebière cette saison, qui a fait le même type de calcul d'épicier à un moment donné pour défendre son bilan, hein. Je le citerai ouais. pas, mais il a eu exactement le même état d'esprit. Donc, bref. Mais c'est des discours qui, dans n'importe quel club, quand tu compares d'une saison il y a 40 ans, quand tu as juste la réalité de la saison en cours et des saisons précédentes qui sont sous les yeux de tous, enfin, comme dit Aram, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des trucs. Ouais, on a l'impression que pour construire Xamax, en fait, nos dirigeants, ils sont en train de jouer à Jenga sur un sol instable avec des moufles pleins de margarine. Voilà, je sais pas si vous êtes en train de vous faire l'image peut-être de notre direction est en train de jouer à Jenga sur sol instable avec des moufles pleins de margarine, mais voilà, bonne chance hein, pour essayer de construire quelque chose de solide dans ces conditions-là. C'est juste, euh, c'est juste impossible, en fait. On a atteint je pense que c'est l'addition de deux choses. D'un côté, on a de l'incompétence. Ça, je crois qu'on n'a plus aucun doute là-dessus. Et puis de l'autre côté, on a du déni. On a du déni. Et parce que l'incompétent qui sait se remettre en question, au bout d'un moment, il va être compétent. Ou alors, si il n'est toujours pas compétent, eh ben on le dégage. Mais là, avec l'alliance de ces deux choses, l'incompétence et le déni, eh ben, il y a le cocktail pour jamais s'améliorer, jamais apprendre de ses erreurs. Et on a l'impression que les saisons sont un copier-coller. C'est ça qui est le plus décevant finalement là-dedans, c'est que les saisons se suivent et se ressemblent. Mais elles se suivent et se ressemblent dans un niveau de médiocrité qui est juste hallucinant. Et voilà, Xamax, c'est pas juste un club qui est en train de stagner au niveau sportif. On stagne à plein de niveaux dans ce club. Et puis, je pense qu'on s'avance pas trop pour dire qu'il y a des clubs de Promotion League qui ne visent même pas forcément la montée en Challenge League, qui sont mieux structurés actuellement que Neuchâtel Xamax. Et, et, euh, et voilà, c'est impossible de construire, de bâtir une équipe capable de se stabiliser dans un premier temps en Challenge League, de performer, puis de viser la montée. Alors, on se cache encore et toujours derrière une réalité économique difficile à Neuchâtel, le fameux, il n'y a pas les moyens, on n'a pas le budget pour monter en Super League. C'est bon, on le connaît. On a des équipes qui sont montées, qui se sont stabilisées en Super League avec un budget plus faible
que le nôtre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense que le sujet de base, c'était la rupture définitive entre le public et l'équipe, le désamour envers la direction. Parce que pendant un temps, il y avait beaucoup de critiques qui étaient émises envers les joueurs, mais actuellement, les critiques ne sont pratiquement plus émises contre les joueurs. Les gens, ils ont compris. Bah non, c'est clair, d'autant plus que tous les joueurs qui ont transité chez nous, qui ont brassé depuis 7 ans, ce que je veux dire, c'est impossible que, comme par hasard, à Xamax, on prenne que des pipes. Moi ça, j'y crois pas, hein. Ah, Mhm. moi, ça, j'y crois pas. Je veux dire, chaque fois qu'on prend un entraîneur, ouais, mais l'entraîneur, il est nul, ouais, c'est une pipe. Ben, ça, j'y crois pas non plus. Parce qu'on voit Binotto, soi-disant, il n'est pas capable, il va à Nyon, il fait des résultats, avec une équipe modeste et des moyens limités. Uli Forte, comment ça se fait qu'un entraîneur avec ce pédigré, ce palmarès, les derniers mois chez nous, il était en dépression. Il suffit qu'il aille à Vinti, hein, pas Bâle, Vinti, avec une équipe à la cave. Le mec à Vinti sur la ligne de touche, c'était un tigre. Le mec, c'était Rocky Balboa dans Rocky 3, quoi. Je veux dire, Mhm. alors que 2 mois avant, c'était un dépressif. On aurait dit Al Bundy au fond du trou. Non mais, sérieusement, le mec, il débarque à Vinti, il sauve le club. Il sauve le club. C'est un miracle, hein, vu Oui, le c'était un contexte miracle, ouais. et tout ça. L'entraîneur actuel, Breza, il fait des montées. Il nous le rappelle souvent. Voilà, mais les montées, il les fait. Donc au bout d'un moment, c'est pas des pipes, les entraîneurs. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais comment vous voulez construire quelque chose de sérieux sur le long terme si chaque saison, chaque entre-saison, il y a des va-et-vient, c'est un hall de gare. Mais si vous mettez cette gestion dans une entreprise, mais comment vous voulez que votre Mhm. entreprise, elle Impossible, tourne? Je veux dire, si tous impossible. les 6 mois, une année, vous êtes dans un bureau et votre voisin dans l'open space, il change tous les 6 mois, une année, mais comment vous voulez construire quelque chose comme ça? Et surtout, c'est que l'argument qu'on met en avant, c'est ouais, mais ça coûte de l'argent. Donc en fait, après, peut-être que nous, on n'a pas tous les éléments, mais on veut nous faire croire que de prolonger puis de garder une ossature, donc ça coûte plus cher que de faire venir chaque fois des nouveaux joueurs. Alors peut-être qu'on est profane, peut-être qu'on n'a pas, il nous manque certains éléments de compréhension, certaines clés, mais moi je suis désolé, j'ai de la peine à comprendre. Parce Non, que mais de nouveau, on revient à ça. Si cette année, par exemple, vous gardez un Fat Kitch, vous lui mettez un Bayard avec Caraco, vous avez l'un des meilleurs milieux de terrain de Challenge League. Mais mhm. l'année passée, il nous manquait un Bayard, cette année, il nous manque un Fat Kitch. Et en fait, chaque année, c'est la même farandole, c'est le même cinéma. C'est qu'on règle les problèmes de la saison précédente, mais on en ajoute d'autres. Mais comment vous voulez avancer comme Mhm. ça? C'est impossible. Mais Je pense que messieurs, l'un j'ai des envie de meilleurs dire, exemples. Ouais, ouais. je vais juste aller juste vite rapidement dans le prolongement de Kadewere. Moi, je pense que juste, sans m'arrêter au niveau des joueurs, parce que on a fait à un moment donné la blague, je crois que les supporters l'avaient faite quand on avait passé les 100 transferts ou les 100 et quelques transferts sur les 100, ou le 101e transfert avec les 101 Dalmatiens, je crois que c'était ça. Mhm. Au-delà de ça, je veux dire, depuis que si on prend juste le défilé des coachs depuis que Collet est arrivé, c'est-à-dire en gros la mi-saison 2019-2020. Bon, on avait un entraîneur en Super League qui était là pour former des jeunes. Ok, passons. T'as eu Stéphane Anchaud, t'as eu Binotto avec une transition, une petite transition, Rueda qui avait pris l'intérim. Au moment où Forte arrive, c'est quand même un coach. On dit après, Il y il a va à Saïbene Vinti. encore entre deux, hein. Il y a Saïbene, effectivement. Mais même Saïbene, c'est pas un gars qui a fait des miracles, qui a fait des titres de champion, mais qui a réussi des missions en maintien aussi dans d'autres clubs, qui a réussi dans des contextes sportifs compliqués à obtenir les objectifs et à réussir les objectifs qu'on lui fixait. Quand tu prends Uli Forte, c'est quand même un mec qui a fait 2 fois, 2 années d'affilée vice-champion de Suisse avec Getse, avec une équipe qui repartait de zéro avec pratiquement que des jeunes et zéro expérience pour la ligue. Quand on va voir ce qu'il a fait, les sauvetages à Zurich, les sauvetages à Saint-Gall, il arrive et un coach comme ça, qui a un réseau, qui a des compétences linguistiques, parce que comme il est polyglotte entre le français, l'allemand, l'italien, il se débrouille, donc il peut s'adapter à pratiquement n'importe quel joueur qu'on lui donne au niveau de la communication.
et il se retrouve, comme tu l'as dit, Varane, il se retrouve à la fin où le gars, c'est la maison de la dépression. On a réussi à le dégoûter. Moi, je me Mmh. rappelle encore, un Binotto quand il se fait virer, il disait: «Ouais, mais au final, c'est incapable, il est là, machin, mais la préparation physique, c'était» en gros, on lui a mis sur le dos, puisqu'il a terminé avec ses 6 matchs, 6 défaites, on lui a mis beaucoup de choses sur le dos. Ben, on est où, 3 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard? Franchement, et je pense que le cas le plus symptomatique de tout ça, c'est Willy Forte parce que c'est très, très largement le coach qui est venu s'asseoir sur notre banc depuis que cette direction est là, qui avait le CV le plus étoffé, et c'est l'un de ceux qui est parti le plus déprimé de Neuchâtel. Donc je pense Mmh. que ça, c'est on a déjà tout dit, hein. Oui, on a On a déjà déjà tout dit et j'ai envie de dire, plus de on doit avoir dépassé les 120 hein, depuis cet article, publié sur Arc Info. On est à 6 saisons entières, je crois, ou 7 saisons entières désormais. 6 saisons entières, je crois, depuis la prise de pouvoir de Jean-François Collet. On doit être sur une moyenne de 15 joueurs signés par saison. Je pense qu'il y a des agents de joueurs qui rêveraient d'avoir des statistiques de 15 joueurs signés par saison pendant 6 ans. Donc voilà, je faisais la blague aussi un peu à l'interne, mais on a l'impression qu'on est devenu la Xamax Sports Agency, hein, vraiment, où mmh, les joueurs vont, viennent, transitent, et puis voilà, il n'y a aucune continuité. Donc voilà, est-ce que, enfin voilà, on poussera pas le débat plus loin, c'est un autre débat, et puis c'est peut-être pas à nous de le faire, ce débat en soi, mais voilà, quand notre club connaît une grande période d'instabilité dans l'effectif comme ça, c'est jamais bon signe. Les équipes qui marchent, elles jouent dans la continuité. Voilà, je pense que ça sera la conclusion de ce débriefing contre Ville, messieurs, si vous êtes d'accord. je crois Voilà, on qu'on peut voilà. passer au troisième débriefing. Alors, troisième match à débriefer, c'est aussi le plus récent. C'était donc le 10 avril avec la réception de Stade Lyonnais. Un Stade Lyonnais quand même un petit peu amorphe hein, ces derniers temps, les Vaudois qui peinaient à enchaîner les bons résultats. Autant dire que on attendait quand même une réaction de la part de l'équipe. Réaction, il y a eu avec une victoire 4-1. Mais messieurs, on va être franc d'entrée. On s'est jamais autant peu enflammé pour une victoire par 3 buts d'écart en suivant Neuchâtel Xamax. C'est clair, c'est clair. Si on peut partir du principe qu'on aurait peut-être mérité mieux sur la première demi-heure, contre Vaduz avant de prendre les buts qu'on a pris, très franchement, 3 buts d'écart, avec cette victoire face à Nyon, c'est quand même très, très, très sévère au vu des carences qu'on a pu montrer. Il y a des magnifiques buts, les buts sont beaux, hein, attention, hein, les 4 buts sont des belles actions sont des belles actions de foot, mais sur la globalité des 90 minutes, très franchement, c'est très cher payé pour cette équipe de Nyon et c'est très, très sévère pour eux. Ouais, au moment où on ouvre le score à la 13e minute, Osvaldo, on n'avait juste rien montré pendant les 10 premières minutes. On n'avait rien montré. Alors après, la 13e minute, c'est encore relativement tôt dans le match Oui, pour, heu, pour ne pas trop s'alarmer, disons, ne pas avoir eu trop d'occasions, et finalement, ben, récupération de balle d'Abedini qui, pour le coup, démarre l'action. Il y a ce centre venu de la droite, il y a une superbe conclusion de, de Demachai, mais de Moulay, mais c'est vrai qu'on finalement, ben, on marque sur notre première occasion de but. oui. Et puis, même pas le temps de respirer, que le 2-0 arrive à la 17e minute. Alors, Demassay passeur sur la première action. Et là, Demassay qui se mue en buteur dans une conclusion dont lui seul a le secret dans cette équipe. De nouveau un but de buteur, Aram. Ouais, bah voilà, je crois qu'on le présente plus. Il a des stats affolantes, autant la première que cette saison. Là, je crois que c'est son 17e.
Et puis bah, c'est le vrai buteur, hein, c'est frappe placée, calme, sans froid, on discute pas, c'est clinique, c'est petit filet, c'est sec. C'est même pas une grosse frappe, mais ça c'est vraiment l'attaquant typique. Pas besoin d'envoyer un caramel. C'est juste sec, c'est super bien placé, geste spontané, fluide. Voilà, on a le meilleur attaquant de Challenge League depuis 2 saisons. Va-t-il rester? Ça, c'est une autre question. Mais on va encore profiter de lui ces derniers matchs. Et puis, bah, jusqu'à présent, il nous a régalé, quoi. Donc voilà, on le répète, on est un disque rayé, on est un vinyle rayé. Pour Mais beaucoup de choses. voilà, mais voilà, c'est un attaquant bah, qui vit une deuxième jeunesse un peu chez nous, hein, parce que les dernières saisons avec Arauz, c'était dur, mais alors là, chez nous, il s'est fait une magnifique cure de jouvence. Et puis voilà, d'avoir un attaquant comme ça dans notre situation, c'est presque un luxe, hein, parce que vous lui mettez une demi-occasion, une demi-balle, c'est quasiment fait au fond. Donc voilà, c'est impressionnant, simplement. J'ai un pote qui, vendredi soir, m'a dit s'il évoluait dans une équipe de Challenge League, on va dire armé pour monter avec vraiment de la qualité à tous les postes, avec un jeu fluide et avec une équipe qui dominait le jeu en Challenge League, c'est un attaquant qui pourrait très très bien faire des saisons en Challenge League à 25-30 goals, hein. Ah, mais Parce que, clairement. Mm. parce que faut se rendre compte de ce que ça veut dire 17 buts à Xamax aujourd'hui avec l'irrégularité qu'on propose, avec les trous d'air qu'on a en passant de la prestation qu'on a faite à Ville mardi et celle qu'on a rendue vendredi contre Nyon. Je ne vais pas dire que celle contre Nyon était pharaonique, mais je veux dire qu'on on a longuement débriefé le match contre Ville. C'est c'est avec une équipe qui est capable d'autant d'écart dans les performances, 17 buts, ça vous dit long sur la qualité du bonhomme, hein. Ouais. Et il a déjà amélioré son score de la saison dernière, hein. Il avait planté 16 buts en 35 matchs disputés. Moi, j'étais le premier à penser que il allait pas faire autant bien la saison suivante. Et il a d'ores et déjà amélioré. Il lui reste encore 6 matchs pour atteindre peut-être le plateau des 20 buts. 26 points l'année passée, 16 buts, 10 assists. Il en est déjà à 22. Donc voilà, il a toutes les chances d'améliorer ce score. Voilà, 2-0 après 17 minutes de jeu. Il y avait comme un air de déjà-vu, on va dire. Et à ce moment-là, les supporters xamaxiens commencent un peu à suer et puis à se dire qu'ils vont revivre potentiellement un nouveau calvaire. Et cette impression, elle tend à se confirmer à la 37e minute avec la réduction du score de Nyon sur une savonnette. On va l'appeler comme ça, Osvaldo. Ouais, une savonnette de Meragic. Ce qui est assez drôle vu du stade, et ça, je vais me permettre de vous partager l'ironie de la situation, c'est qu'en gros, en étant derrière le but, cette savonnette est intervenue pile poil au moment où la tribune neutre derrière a décidé d'enclencher le fameux bras dessus, bras dessous, et puis de faire ces petits sauts groupés comme ça. Et c'est au moment où on allait commencer à sauter, en fait, qu'on voit les filets trembler. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai un qui me dit, mais si jamais, donc il y a le centre et il a relâché le but et il a relâché le ballon et il a fait la savonnette. Absolument, absolument génial. Donc évidemment, je l'ai revu soigneusement par la suite, mais le contraste là de la scène du vendredi soir était pas mal, quoi, vu du stade, quoi. Ouais, ouais. On a lancé l'euphorie pile poil au bon moment, quoi. Voilà. Génial. Alors, moi, enfin voilà, une savonnette pour un gardien, ça arrive à tout moment. Et puis, on va pas blâmer Dino Meragic. On a salué ses performances depuis le début de cette saison quand même solide. Il nous a plus souvent sauvé des points qu'il nous en a fait perdre. Mais j'ai envie de dire, ce but, c'est Lucas Ferro qui le prend. Le poteau, il se fait défoncer ou alors il donne des coups de poing sur la pelouse. Aucune rage de la part de Meragic d'avoir pris ce but. Aucune. Ouais. La plupart des gardiens, ils Ouais. prennent un but comme ça, ils tapent du poing, ils vont taper sur le poteau, ils se prennent la tête entre les mains. Là, voilà, le ballon rentre, il regarde le ballon rentrer, il reste stoïque, il bouge pas, enfin, il se remet en place. Ça m'a presque un peu choqué quand même. Peut-être, voilà, j'aurais voulu une réaction un peu plus fâchée d'avoir pris ce but.
Varane. Mais, mais moi, je suis pas tellement surpris parce qu'au fait, Mmh. Nomer Agic, c'est un excellent gardien. Techniquement, il est très bon. Mais malheureusement, il peut avoir des petits blackouts mentaux. Tout d'un coup, sur une frappe ou un centre, il peut débrancher la prise. Et c'est ça qui fait que des fois, bah, il peut faire ce genre de petites de boulettes. Et comme on l'avait dit la saison dernière, dans mon avis, c'est un gardien qui doit vraiment travailler mentalement. Mais ça, c'est aussi au staff de le faire évoluer parce que maintenant, il y a énormément de choses. Il y a la visualisation. Enfin, voilà. Moi, je me rappelle à l'époque aussi, Chesney était le grand spécialiste de justement de quand il était avec Arsenal au début de sa carrière. C'était un gardien très prometteur, mais il alternait souvent les miracles et puis les buts rouleaux. Et quand il est arrivé à Rome, il a fait un très grand travail. Il a fait du yoga, il faisait de la méditation pour être vraiment fait ancré et concentré. Et là, il a vraiment passé un step. Et je pense que si Edin veut passer ce step, à mon avis, il faut vraiment qu'il travaille sur cet aspect-là parce que techniquement, il est vraiment top. Et moi, je suis convaincu que s'il arrivait à avoir vraiment une stabilité en termes de concentration, bon bah déjà, je pense qu'il jouerait clairement en Super League parce que techniquement, c'est vraiment un top gardien. Malheureusement, il a ses blackouts et c'est ce qui, pour l'instant, le prétérite. Mmh. OK. La fin de la première mi-temps et puis on va dire, la deuxième mi-temps jusqu'à la 77e, on va la résumer comme ça Max recule honteusement et voilà, le Stade Lyonnais a eu des chances de revenir, au score, hein, Osvaldo? Ouais, ouais, bah, ils ont effectivement eu des possibilités. C'est vrai que ça s'est finalement joué à peu de choses, hein. Il y a eu quand même une 2e mi-temps où voilà, avant de se libérer complètement et avant de mettre le but qui nous a définitivement libérés, c'est vrai que on est notamment très, très chanceux, hein, sur une action en particulier à un quart d'heure de la fin avec le joueur lyonnais qui est lancé par Idriss Bega peut aller pratiquement seul affronter Omer Agic et puis, le cadre qui se dérobe pour lui. Mais voilà, on a eu de la réussite de ne pas payer ses absences, un peu plus chèrement parce qu'à un moment donné, on était beaucoup plus proche du 2 partout que du 3-1. Effectivement, ouais, tout à fait et puis, pour la deuxième fois de Xamcast, on va rouvrir, Varam, ensemble, la rubrique Joue-la comme Eris. Alors la première fois, c'était catastrophique. Là, voilà, c'est Pirlo Prime, qui, s'est réincarné en Eris Abedini, en notre capitaine pour, 2 actions. Ouais, donc évidemment, j'ai pas vu le match, donc peut-être qu'il faut que je ne regarde plus les matchs jusqu'à la fin de la saison. Bah, apparemment, d'après les highlights, parce que je les ai vus, d'après les buts, effectivement, il a verticalisé. Euh, voilà, les miracles existent, donc voilà. Donc je pense que ceux qui mettaient en cause l'existence d'une force supérieure ou qui, comment dire, les athées de base devront peut-être revoir leur jugement parce que là, à mon avis, il y a dû avoir une intervention divine ou alors, je ne sais pas, d'un miracle ou peut-être que le fantôme de Padre Pio traînait dans les tribunes du stade de la Maladière. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu de l'eau bénite sur la pelouse. On ne sait pas. Néanmoins, voilà, il y a eu des verticalisations très propres, très très bien amenées. Et voilà, donc les miracles existent. Moi, je Ouais, pense que moi, j'ai une autre théorie, Varane. J'ai une autre théorie, Varane. Je pense qu'en 3 jours, il a simplement eu un jet privé pour aller faire un pèlerinage à Rosario et qu'on est allé lui venir les pieds. Je pense qu'il y a pas d'autre, il y a pas d'autre alors explication, voilà, moi, j'ai pour, regardé le match à la télé parce que je suis rentré de vacances, voilà, à peine 1 heure avant le coup d'envoi, donc j'avais pas le temps de venir à Neuchâtel. Je vous avoue que dès le but marqué, je suis revenu 15 secondes en arrière pour être bien sûr que c'était lui qui avait délivré cette passe. Parce qu'on va le dire, cette passe, elle est lumineuse. Franchement, la passe, elle est magnifique. elle est exceptionnelle. Mais tu vois, Oui. c'est typiquement, on est typique dans le projet là.
On est typique dans le projet Xamax, c'est-à-dire que ce genre de passe, ben, elle arrive à passer la 30e journée, quoi. Ou bientôt on a bientôt la 30e journée, le championnat la saison est terminée depuis, pour nous, depuis sportivement, on le sait, hein, depuis l'élimination en coupe, qui a eu lieu il y a plus de 2 mois. Et puis voilà, dans un match anodin contre le Stade Lyonnais, complètement hors Ouais, course de tout, bah, enfin, c'est quand même. Il y a vraiment des questions à se poser sur enfin, ouais, la tête de ces joueurs, l'environnement dans lequel ils évoluent. Enfin, franchement, je pense que si on était à leur place et puis qu'on était disons, des joueurs qui avaient performé ailleurs et qui venaient à la base pour renforcer Xamax, parce on est confortable, hein, dans notre fauteuil avec nos différentes boissons et, et ingrédients. Mais enfin, honnêtement, j'ai parfois de la compassion pour ces joueurs-là aussi, pour l'environnement dans lequel ils évoluent, parce que sincèrement, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, l'un des seuls qui a réussi à répondre avec une certaine régularité quand même depuis quelques saisons dans son rôle premier, il y a des Machai, mais ils sont pas 150, hein. C'est-à-dire, non, ils sont pas 150. Déjà, ils sont pas 150 à être restés plus que 2 saisons, donc voilà. C'est des fois dur de confirmer quand tu fais qu'une saison dans le même club, hein, déjà ça. bah oui. Mais voilà, alors pour revenir à ce but, ben, des Maasai bien lancé sur le côté, superbe centre, et puis finition impeccable de Diogo Caraco. Et puis voilà, Abedini, après avoir verticalisé le jeu, s'est transformé en numéro 10 à son prime aussi. Et il reçoit le ballon dans une zone assez inhabituelle pour lui. Et puis, voilà, il lance bien un GC Autier. Alors, j'ai envie d'ouvrir un petit chapitre sur GC Autier, messieurs. GC Autier, il n'est pas souvent titulaire, mais quand il a du temps de jeu, il l'utilise à bon escient. Varam. Bah, Ouais, ben moi c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je l'ai répété souvent. Pour moi, c'est un joueur qui est sous-coté. C'est un joueur qui peut jouer attaquant de pointe, il peut jouer, il peut jouer aussi en 9,5, en soutien d'un attaquant. Il peut aussi jouer sur un côté. C'est un mec qui se donne à fond. C'est pas un mec qui est clinquant, mais c'est un mec qui mouille la chemise. Je trouve qu'il est toujours super investi, super appliqué. Il a cette grinta que j'aime bien. Il va sur les secondes balles, il va sur les rebonds, il fait les replis défensifs. C'est un mec qui triche pas, en fait. C'est un mec qui ne triche jamais. Et je pense qu'on serait fort bien inspiré de le prolonger et même de le faire jouer beaucoup plus parce que pour moi, c'est un joueur qui aurait clairement sa place. Et moi, je l'ai souvent dit, moi j'aime beaucoup quand il est sur l'aile à droite. Parce qu'en plus, c'est un mec qui, au fait, revient, il défend. Voilà, c'est un joueur qui amène beaucoup d'équilibre dans les deux sens, aussi bien offensif que défensif. Et en plus, il a le sens du but. Et il me fait toujours penser à ces attaquants à l'ancienne qui sont toujours bien placés. Quand la balle tape sur le poteau, il est là. Quand le gardien renvoie, quand une balle traîne, il est là. Et en plus, pied gauche, pied droit, tête. Voilà, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément, quoi. Effectivement. Donc, un vrai but de buteur, hein, un bel appel, frappe sèche, instantanée. Il n'y a rien à redire sur ce but, qui vient donner un aspect très sévère pour les Lyonnais au score. Voilà, ils ont fait leur match, ils ont pas démérité. Mais voilà, on va être complètement objectif. On ne méritait absolument pas de gagner ce match 4-1, hein, messieurs. On méritait de le gagner, mais pas d'une manière aussi sec et sonnante, on va dire ça comme ça. non, clairement, bah, enfin, on est content d'avoir gagné, hein, mais je veux dire, c'est pas un score Ouais, on est qu'on a content. non, mais voilà, c'est toujours on va jamais faire on va jamais, cracher sur une victoire. Mais il faut savoir analyser le contenu. On est là pour ça aussi et c'est vrai que dans la globalité, c'est pas un score que le Stade Lyonnais a mérité d'encaisser. Ça, c'est clair et net. Non,
Clairement pas. Et puis pour en revenir au sujet des réseaux sociaux, ben comment le match contre Nyon a engendré 105 réactions et 25 commentaires. Après Ville, je dois remonter un petit peu plus dans le fil. 44 réactions, certes, mais 76 commentaires. Barham, ça devient une constante maintenant. Les défaites attirent beaucoup plus de commentaires que les victoires, très clairement. Non, bah, c'est clair, ben, d'autant plus que que voilà, que les gens, en fait, en ont marre et puis c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a aucune, lisibilité et aucune transparence dans, le projet, du club. Et puis simplement, c'est que les gens sont rentrés, dans une espèce de routine, négative, dans un mood qui n'est pas bon et que simplement, on avance à tâtons, on a l'impression que tout est au fait, d'improviser, qu'on vit un peu au jour le jour et puis on verra bien. Et les gens, ils ont besoin maintenant d'avoir un club ambitieux. Alors oui, je veux bien, machin et tout, mais ce que je veux dire, un club comme Xamax, on peut faire quelques saisons en Challenge League, mais là, le problème, c'est que ça fait déjà, c'est la 6e saison, voire, la 7e. Et le problème, c'est que quand on essaie de se projeter un petit peu, ben, on voit pas tellement les éclaircies au fait arriver. Et puis on a l'impression que ce modus operandi, au fait, il est pas du tout remis en cause. Donc on a l'impression que ça peut durer encore 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est pour ça que les gens, en fait, en ont marre, parce que les gens aimeraient avoir quelque chose d'ambitieux, quelque chose de sérieux, et surtout d'avoir un projet qui est lisible et clair. Parce que là, ce n'est pas clair, ce n'est pas lisible. Et puis après, il y a aussi quelque chose, c'est que la communication est désastreuse. Je vous donne une anecdote très simple. Je pense que Xamax est le seul club au monde qui ne communique pas la durée des transferts quand on prend un joueur. Donc ça veut dire que nous, les supporters, on est privés d'une information. Tous les clubs du monde le font, sauf nous. Du jour au lendemain, on communique plus. Mais ça, c'est de la rétention d'informations. Et au bout d'un moment, on est dans un monde où il y a des réseaux sociaux, il y a de la communication partout, il y a de l'info en continu. La communication, c'est très important. Mm. Parce que des fois, quand vous avez un emballage pourri, mais que vous avez une bonne com, la pilule, elle passe. Mais là, c'est la double peine. Le contenu n'est pas bon, mais la forme non plus. Donc là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui va. Ouais, non, il y a rien qui va. Et voilà, honnêtement, alors Osvaldo, tu étais à l'intérieur du stade. Moi, j'ai vu le match depuis la télé. J'avais pas une vision complète. Il y avait quoi? Il y avait 800 personnes à la Maladière vendredi soir, pas plus. Ouais, je pense que honnêtement, si on fait le vrai calcul de la vraie affluence, je pense qu'on dépasse pas les 1000. Et moi, c'est vrai que, bah, je Mm. me rends bien compte, hein, pour ce qui est de la section de la partie du stade que je fréquente, à savoir le secteur D. Je me rends bien compte, hein, notamment pile poil derrière le but, qu'il y a pas masse de monde chaque vendredi ou chaque match, puisqu'on a beaucoup joué le dimanche aussi. Mais l'image, elle fait triplement peur, hein. Quand tu revois les highlights du match pour te remettre un petit peu les actions dans la tête pour le débriefing du dimanche Mm. et que tu vois le plan avec les équipes qui rentrent sur le terrain et tu vois ce segmenté, on a l'impression que c'est enfin, au niveau de la fréquentation du stade, on a l'impression que c'est les M18 qui jouent et que c'est uniquement leurs parents qui viennent les voir. On en arrive là, alors que c'est Ouais. la première équipe du club, c'est l'équipe fanion, c'est l'équipe qui on était il y a 6 ans encore, on était en Super League, on faisait il y a 7 ans, 7 ou 8 ans, sur le premier match du retour en Super League à la Maladière contre Bâle, c'était guichet fermé. Et on est arrivé, mais c'est Mm. en même temps, je veux dire, ce que notre propriétaire a fait à Lausanne, ça a eu à peu près le même impact sur le public, hein. Moi, je me rappelle que pour avoir été à quelques matchs à l'époque, de l'époque où Lausanne était 9 ou 10e d'une Challenge League à 16, ils jouaient contre Gosso ou Locarno. Ils comptaient 1000 personnes à la Pontaise, en sachant le nombre de places qu'il y avait potentiellement. Il y avait toutes les tribunes ouvertes, hein. Il y avait toutes les Mm. tribunes ouvertes. Et enfin, ça, finalement, ça a eu le même effet.
Je crois que le terme qui qualifie tout ça, c'est l'indifférence, en fait. Les gens deviennent totalement indifférents et on ne fait pas exception à ça, en fait. On n'est plus étonné dans les défaites, on n'est même pas triste dans les défaites, on n'est même pas joyeux dans, dans les victoires. L'émotion n'a plus sa place, en fait. Quand on sait qu'elle a une place extrêmement importante de base, déjà, au quotidien, les gens, ils viennent au stade pour vivre des émotions et ils en ont pas du tout. Et ben, au bout d'un moment, ils ont plus envie de lâcher leur argent sans rien avoir autour. Je pense que, voilà, même quand on était en Super League, on voyait que l'équipe était limitée, mais qu'elle se battait, il y avait des émotions, on avait des bons adversaires en face aussi, des équipes qui jouaient bien au foot. Et ben, les gens, ils continuaient à venir. Mais là, c'est vraiment une indifférence générale et les dégâts d'image, ils sont énormes, ils sont énormes, je trouve. Et petit à petit, en fait, on n'est plus sur des dégâts d'image du club, on arrive sur des dégâts d'image personnels, en fait. C'est l'image du président, c'est l'image du directeur qui deviennent entachés par ça, parce qu'ils sont directement responsables de ce désastre, en fait. Et, et je pense que dans ce contexte-là, alors il y a beaucoup de gens qui avaient déjà pris conscience de certaines choses depuis déjà au moins deux, trois saisons. Mais dans ce sens-là, le départ de Fabio Saiz, il a amené une fronde populaire extrêmement importante. Quand on arrive à dégoûter un pur produit du club, Fabio Saiz, il avait tout pour être un clubiste. Pourrait faire toute sa carrière avec Xamax, à moins d'avoir une courbe de progression énorme, et puis il aurait pu partir à l'étranger, mais il avait potentiellement tout pour devenir un clubiste. Et puis non, quoi. On le vend 6 mois avant la fin de son contrat parce qu'il avait déjà dit qu'il n'allait pas rester dans ces conditions-là. Euh, les gens, voilà, ils ont vraiment compris définitivement d'où venait le problème. Xamax est une entreprise. C'est pas un club de foot actuellement. C'est une entreprise. Ouais. Puis il y a le côté sportif est complètement mis au deuxième plan, c'est que business. C'est bien, quoi. C'est une bonne manière de fidéliser le public. Mhm. Alors bon, Ouais, probablement que le budget pour la saison prochaine, il est déjà en train d'être discuté. Et puis, comme la dernière saison, on va nous dire que le budget est prêt et puis que même sans abonnés, ben, la saison pourra se tenir. Voilà. Bon courage pour vivre une saison comme ça de l'intérieur. Bon courage pour attirer des joueurs prêts à venir défendre le club comme ça et à s'arracher, hein, pas à reproduire ce qui s'est passé cette année et les années d'avant, c'est-à-dire faire un bon premier tour, être ensuite déjà bien largué en novembre, être définitivement largué en février, et puis mars, mai, qui ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun indice qui peut nous faire espérer que la saison prochaine pourrait se passer autrement. On a compris la méthode, on a compris comment ça fonctionnait. Et puis là, les gens, voilà, on est assez réaliste sur le fait que le changement interviendra uniquement quand il y aura un changement de propriétaire à la tête de Neuchâtel Xamax, clairement. Voilà, ça, je pense que c'est un peu la conclusion. On aura peut-être l'occasion de développer ce point-là quand on parlera de la saison dans sa globalité, comme on l'avait fait l'année dernière. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est un constat qui s'est aussi fait après en débriefant 3 matchs, en fait, où on se rend compte, c'était 3 matchs qui caractérisent bien, hein. On reçoit une équipe mieux classée que nous, on démérite pas, mais on perd quand même. Un match en roue libre et puis ensuite un match où on gagne contre une opposition faible, mais en ayant quand même tremblé une bonne partie, enfin tremblé en tout cas. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas où on n'a pas joué une grande partie du match, parce qu'il faut le rappeler, on marque 2 buts en 4 minutes en première mi-temps, on marque 2 buts en 5 minutes en deuxième mi-temps, mais entre deux, c'était proche de ville comme match. On ne produisait aucun jeu. On laissait toute l'initiative au Stade Lyonnais, qui lui jouait quand même quelque chose aussi, hein. Eux, ils jouaient pas le haut du tableau, ils jouaient plutôt la lutte contre la relégation. Ils ont d'ailleurs perdu un point par rapport à Bellinzone sur cette 30e journée.
Mais voilà, une équipe sur une meilleure dynamique, elle repartait avec quelque chose de la Maladière ce soir-là. Et on est persuadé que si Nyon revenait à 2-2, ils repartaient minimum avec le match nul, voire s'ils arrivaient encore à pousser, ils repartaient avec les 3 points. C'est bien possible, ouais. Donc voilà. Ok, messieurs, je pense qu'on peut gentiment arriver à la conclusion de l'épisode. En guise de conclusion, messieurs, on devra de nouveau se décarcasser la semaine prochaine. Il n'y aura pas de match pour la Challenge League hein, le week-end prochain. Un peu bizarre le calendrier, je dois vous l'avouer. J'ai pas tellement compris pourquoi ce week-end du 17 au 19 avril, il n'y avait aucun match. Prochain match, ça Il y a sera une raison, le... il y a une raison, il y a une raison pour nous quand même. C'est la Pour coupe, nous, hein? oui. Bah, c'est la coupe avec Yverdon qui affronte C'est Saint-Gall en ça. demi-finale de la coupe à notre place dimanche. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Du coup, l'échéance, c'est la Coupe de Suisse. Merci Osvaldo, tu es au moins attentif. Donc, Oui. voilà, on comprend pas pourquoi la Coupe Il y a n'a des pas matchs lieu en légers, hein. semaine et un match de championnat le week-end. Mais du coup, on devra vous trouver du contenu à produire pour l'épisode de la semaine prochaine. On va discuter à l'interne. Si on trouve pas forcément de contenu, on n'exclut pas sauter une semaine de Examcast. Voilà, on reste vraiment ouvert par rapport à nos envies et puis nos disponibilités aussi pour enregistrer. On vous promet rien. Oui, Osvaldo? Parce que je profite de confirmer qu'au niveau de la Challenge League et du calendrier, il y a bien 3 matchs qui se disputent le week-end prochain. Il y a Ah, Carouge-Ville vendredi soir, il y a Bellinzone-Nyon hmm. samedi soir et puis il y en a un troisième encore dimanche. Il s'agit de Vaduz-Rapperswil. Donc c'est bien C'est parce ça, que notre match a c'est été déplacé ouais, parce que c'est Yverdon, parce qu'on tombait contre au-delà. Yverdon, quoi. Exactement, C'est exactement. Yverdon et le Slow qui ne jouent pas et leurs deux adversaires, du coup. C'est ça. C'était du coup le SLO qui est l'autre équipe de Challenge League concernée par une demi-finale aussi de coupe à la Pontaise contre Getse samedi soir. Voilà. C'est vrai que c'est pas tout le temps que les équipes de Challenge League se qualifient pour les demi-finales, donc on aurait pu se dire que voilà, le Un championnat de match Challenge, nul, ouais. Bah là, il y avait une opposition, deux équipes de Challenge League, donc c'est sûr qu'il y en a au moins une qui allait aller en demi-finale. Ce sont nos voisins du bout du lac. Donc, voilà, il n'y aura pas de match à débriefer la semaine prochaine. On regardera ce qu'on peut vous proposer ou si on vous propose rien. Bien évidemment, si on décide de ne pas enregistrer l'épisode la semaine prochaine, on vous fera une petite communication dès qu'on a pris la décision. Voilà, si c'est tout pour ce soir, je vous donne les remerciements habituels à vous, chers auditeurs, que ce soit sur Twitch ou bien sur nos canaux plutôt audio. Merci à vous, chers collègues animateurs, et puis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. Bye bye. Bye Merci, bye bye. bye. Voilà, l'enregistrement dans la boîte, messieurs, on est encore en live sur Twitch. Donc oui, à vous aussi sur Twitch, si vous avez des idées pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. Voilà, c'était un petit peu particulier, c'était une première, hein, j'ai vérifié de débriefer 3 matchs. Voilà, on peut pas forcément faire des débriefings technico-tactiques comme on les fait à chaque fois. On voulait pas non plus que l'épisode dure 2 heures, 2 heures en plus de débriefing. Mais voilà, c'est des fois pas facile non plus de parler de matchs qui ont eu lieu il y a quasi une semaine et demie hein, pour le match contre Vaduz. Mais voilà, je sais pas si vous aviez encore des choses à ajouter. Tout ça Ça en plus devient pour pénible de suivre Xamax quand même sur cette fin de saison. tout ça pour sur 3 matchs, débriefer 2 défaites et débriefer 2 défaites avec la manière qui a été présentée, quoi. C'est vrai que Vaduz encore tu sauves quelques trucs. Ville, c'est quand même compliqué de parler de ce match en long, en large et en travers quand tu as pris 5-2 et tu as pris 5-2 de cette manière-là, quoi. Il faut aussi, à un moment donné, je veux dire, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Après, bon, contre Nyon, on a quand même vu des choses intéressantes.
même si le score est sévère. Mais moi, j'ai trouvé il y a 2-3 buts. Le premier de Moulay est magnifique, par exemple, hein. Parce que la frappe, Oui. elle est magnifiquement placée. Après, voilà, c'est un peu, ce serait cool une fois d'avoir un printemps où, le 12 avril, on est encore en lice pour quelque chose et on ressent de l'émotion et de l'excitation sur un sprint final. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti cette sensation. Non, ça fait très longtemps, effectivement. Ces matchs, en fait, même, je sais pas vous, messieurs, mais même quand je le regarde à la télévision, que ce soit pour les matchs à l'extérieur ou pour certains matchs à la Maladière, j'arrive plus à être 100% focus sur le match. J'ai toujours quelque chose, j'ai toujours ma tablette, je suis toujours en train de regarder un autre truc en même temps. Il y a quelques années en arrière, depuis que la Challenge League est également diffusée à la télévision, c'était pas le cas. Quand je regardais un match à la télé, j'étais full focus sur le match. Ça devient compliqué. Alors maintenant, on est full focus quand on est au stade, évidemment, mais ça devient pénible. Mais quand on regarde le match à la télé, on fait forcément autre chose. Je pense que vous faites pas exception, messieurs. Non, clairement. Non, mais moi, je te dis même au stade, hein, depuis que de enfin, Même au stade. là où je non, mais même au stade, moi, je t'avoue que oui, je suis quand même une majorité du match. Maintenant, je dois t'avouer que et c'est pas seulement dû au fait que je viens au match dans une certaine, section du stade où on est supposé aussi être actifs nous et pas seulement regarder le match. Dans ce qu'on fait, c'est pas seulement dû à ça, hein. C'est pas seulement dû à ça. Moi, je crois que si je n'avais pas fait la connaissance de certaines personnes avec lesquelles je vis les matchs au stade, honnêtement, ça fait 2-3 saisons déjà que j'aurais détaché la prise, tout en habitant à Lausanne. C'est-à-dire que, en plus, il y a eu des prix, Mhm. des augmentations des prix des tarifs, des billets CFF là, qui sont encore prévus pour la fin de l'année et puis, même avec un demi-tarif, l'aller-retour, sans billet dégriffé, ça va bientôt me coûter 30 €, quoi. Ouais. Alors, messieurs, je vous propose, on va gentiment dire au revoir à nos viewers sur Twitch. Merci pour les views et les quelques commentaires. On voit que ce sont nos fidèles collègues qui sont actifs. Et puis, à bientôt sur Xamcast. Bye bye.